Coucou IG, je sors enfin du format story pour communiquer avec vous et pour cette première vidéo, j'ai eu envie de parler du light skin privilege. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'ai fait un questionnaire sur mon Instagram et il y a une de mes followers qui m'a posé une question très pertinente sur le light skin privilege. Et je me suis rendu compte que il y avait une partie de mes followers qui ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. Mais pour ceux qui connaissaient, ça a créé quand même pas mal de débats. Donc je trouve que c'est un sujet épineux. Mais on va quand même en parler. Ce qui va suivre ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, puisqu'on n'est pas là pour plaire de toute façon. Donc c'est parti. Alors avant de parler de light skin privilege, j'ai quand même envie de faire une petite introduction sur ce que c'est que le privilège. Le privilège, selon moi, c'est quand il y a un système de domination et qu'au sein de ce système, il y a un groupe privilégié et un groupe défavorisé. Le groupe dominant, il bénéficie en fait de privilèges qui lui permettent de dominer sur le groupe défavorisé. Et quand on parle de light skin privilege, light skin c'est peau claire. Donc de light skin privilege ou de colorisme, c'est quand justement on fait de la peau claire un privilège. C'est comme chez nous en Martinique par exemple, quand on a une préférence pour les personnes qui ont le teint clair, qu'on considère qu'elles sont plus jolies, plus intelligentes, qu'elles méritent plus d'attention, qu'elles sont plus facilement validées ou acceptées par rapport aux personnes qui ont le teint foncé. On va pas passer par quatre chemins, c'est un héritage de l'esclavage en fait, mais qu'on a visiblement intégré et qui impacte pas mal nos vies aujourd'hui, surtout nous les femmes, par exemple dans les standards de beauté. Pour beaucoup aujourd'hui en 2020, pour être jolie, il faut avoir la peau claire, les cheveux bouclés, les yeux verts ou gris, ou alors il faut être un peu coulis. Coulis, un terme extrêmement péjoratif, mais bon, c'est une autre vidéo. Alors pour donner un exemple bien concret, je mets au défi toutes les personnes qui ont fait leur scolarité en Martinique de nier le fait que bien souvent, les filles considérées comme étant les plus jolies, c'était les filles en fait qui répondaient aux critères light skin. Ou alors aujourd'hui à la télévision, dans les publicités, dans les clips, dans les panneaux publicitaires, les 4x3 qu'on a en Martinique. Faites une moyenne, prenez un magazine martiniquais et feuilletez-le, faites une moyenne de toutes les fois où vous voyez une fille à la peau claire et de toutes les fois où vous voyez une fille à la peau foncée. Et vous verrez bien qu'il y a un déséquilibre en fait. Et ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème de représentation. Alors je vous vois venir, hein. Oui, mais ce sont mes goûts, chacun ses goûts. Bof. Avant de parler de goût, il faut parler de conditionnement. Parce qu'on n'est pas arrivé en Martinique sur une soucoupe volante et qu'on a choisi nos goûts au pif. Mais on est bien arrivé sur un bateau négrier et c'est important de replacer les choses dans leur contexte. Le colorisme, c'est un phénomène mondial qui n'est pas propre aux Martiniquais, mais à tous les peuples entrés en contact avec les colons blancs. À un moment donné, il va nous falloir admettre que l'expérience de l'esclavage et de la colonisation n'a pas été sans conséquence en fait sur nos conceptions de l'humain, de la sexualité, des droits naturels, de ce qui est beau, ce qui est laid. Sachant qu'on est des êtres colonisés avec énormément de traumatismes et de séquelles qu'on n'a jamais guéris. On pourrait se demander mais d'où viennent nos goûts? Les événements traumatisants que les colons blancs ont fait vivre à nos ancêtres ont donné naissance à certains symptômes, notamment la glorification du blanc et de tout ce qui se rapproche de lui, et le dénigrement du noir et de tout ce qui se rapproche de lui. Les Américains appellent ça les syndromes post-traumatiques de l'esclavage. Mais ce qu'il y a de chaud avec le colorisme, c'est que c'est vraiment pas qu'une question de standard de beauté ou alors une question de goût, c'est que ça sert réellement à hiérarchiser. Et la société martiniquaise, tout comme les autres sociétés colonisées, elle est basée sur cette hiérarchisation des teintes. Si je devais prendre... si je devais faire une pyramide de la société martiniquaise, j'aurais les béquets en haut, les mulâtres et puis les noirs. Et donc 172 ans après la supposée abolition de l'esclavage, les différences de teintes continuent à être utilisées pour indiquer les différences de conditions sociales. 172 ans après l'abolition de l'esclavage. Alors dans cet ordre social colonial martiniquais, le blanc, le béquet, appartient à la catégorie de l'idéal. Et il faut s'identifier à lui si on veut monter dans l'ordre social, si on veut réussir. Les mulâtres sont ceux qui sont privilégiés et puis les noirs sont toujours noirs. Chez nous, en Martinique, les colons blancs, ils ont trouvé ça marrant en fait d'utiliser cette hiérarchisation des teintes pour pouvoir créer plein d'étiquettes dans l'unique but de nous diviser. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se disent mulâtre, capresse, mulâtresse, chabine, enfin toute espèce de termes, alors que c'est matinitié ou matinitié en fait. Et en plus, ces termes-là que les colons ont choisi pour nous, ce sont des termes extrêmement dégradants, dénigrants, parce que ce sont des termes animaliers, puisqu'on était du bétail en fait à leurs yeux. Toutes les teintes étaient du bétail, toutes. Mais en fait, aujourd'hui, on utilise ces insultes-là, ces termes dégradants, dénigrants,
comme des compliments. Genre un gars qui va t'appeler Chabine dans la rue, tu dois être contente, c'est un compliment, frère. Non, non. Ce sont des termes extrêmement dénigrants, dégradants, déshumanisants, parce que c'était ça l'excuse en fait. C'est que les Noirs, ce sont des animaux, donc on peut leur en faire tout ce qu'on veut, ce ne sont pas des êtres humains. Et donc, on utilise ce processus de déshumanisation-là, on prend un terme et on l'utilise aujourd'hui comme un compliment. Et vous ne voulez pas qu'on parle de syndrome post-traumatique de l'esclavage? Non mais moi j'ai une question parce qu'on est quand même en 2020. Pourquoi est-ce qu'on continue de reproduire le même type de fonctionnement que sur une plantation? On sait aujourd'hui qu'aucune couleur de peau ne détient le monopole de la beauté ou de l'intelligence. Donc qu'est-ce qu'on attend pour abolir ce mode de pensée? Pour revenir sur le light skin privilege, généralement quand on a ce genre de discussion avec des femmes foncées de peau, elles sont unanimes sur le fait qu'elles se sentent effectivement invisibilisées. Mais par contre, quand on en parle avec des femmes privilégiées, donc les chabines, les mulâtres, les light skin, généralement le message ne passe pas. On a du mal à accepter cette réalité-là. Ça nous met mal à l'aise. On ne veut pas remettre en question son privilège. On est tellement habitué en fait au privilège qu'on ne veut pas être inconfortable. Donc généralement le message ne passe pas. Et en fait, ce genre de conditionnement-là, il commence très très tôt, il commence dès le berceau presque. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment est-ce que les gens vont complimenter une petite fille qui est claire de peau? Et comment est-ce qu'ils ne vont absolument rien dire à une petite fille qui est foncée de peau? Moi, j'ai travaillé dans un salon de coiffure et j'ai bien vu en fait la différence du comportement des gens quand il y a une petite fille light skin qui rentre dans le salon et quand il y a une petite fille dark skin qui rentre dans le salon. Et le pire, c'est quand les deux enfants sont en même temps dans le même espace. Où tu as une petite fille claire de peau qui va recevoir une pluie de compliments et puis une petite fille foncée de peau qui sera là et qui sera spectatrice en fait, qui va juste se conditionner de son jeune âge, elle va comprendre, ben voilà, c'est ça la beauté. Donc vu comment le conditionnement commence très tôt, comment est-ce qu'on peut reprocher à ces petites filles-là d'avoir recours à toutes sortes d'artifices une fois qu'elles grandissent pour essayer de se rapprocher de leur compréhension de la beauté? Parce que c'est ce qu'elles ont compris, c'est leur expérience. Elles sont conditionnées depuis toutes petites. Si elles sont allées dans un salon de coiffure et qu'elles ont vu des gens s'extasier devant une petite fille light skin, elles ont compris. Donc comment est-ce qu'on peut leur reprocher d'avoir recours à toute espèce d'artifice? C'est normal, c'est la société en fait, c'est pas de leur faute. C'est la société qui les a conditionnés comme ça. Quand on dit à une négresse, ah tu es jolie pour une négresse, à quoi est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on peut abolir? Allons brûler la plantation, une fois pour toutes. Alors heureusement, les choses changent beaucoup quand même. Ce serait mentir de dire que les femmes noires foncées de peau ne sont pas mieux représentées. Elles sont beaucoup plus représentées, elles sont beaucoup mieux représentées qu'à l'époque où moi j'étais plus jeune. Mais tout comme le colonialisme, tout comme tous les comportements hérités de la société d'habitation, je trouve que ça va trop lentement. J'ai envie que ça aille beaucoup plus vite. J'ai envie que la plantation brûle. Qu'elle brûle bien, qu'elle brûle en fait. Et qu'on puisse repartir sur des bases plus saines. Et pour bien brûler la plantation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'être privilégié, c'est bénéficier de l'oppression des autres. Parce que c'est cool le privilège, hein. Ça flatte ton ego, c'est cool de se sentir validé partout où on va. Mais il faut comprendre que ça peut opprimer les autres. Mais moi-même, j'ai conscience en fait que parce que j'ai le light skin privilège et parce que je suis considérée comme étant mignonne par une majorité de personnes, ça aussi c'est un autre privilège, et bien ça permet que les gens écoutent plus ce que j'ai à dire par rapport à mon militantisme ou par rapport à totalement autre chose. En fait, peu importe ce que je vais dire, les gens vont m'accorder naturellement leur attention, ils vont valider ce que je vais dire parce que je bénéficie de privilèges en fait. Mais si moi-même, je n'arrive pas à me rendre compte à quel point je suis invisibilisante vis-à-vis de d'autres sœurs, ben je fais partie du problème. Parce que la condition pour pouvoir jouir d'un privilège, on jouit d'un privilège seulement parce qu'un autre groupe est systématiquement invisibilisé ou stigmatisé. Donc, c'est un cadeau des colons, en fait, le privilège. Il y a quoi de gratifiant dans ça? Il existe d'autres filles qui ne rentrent pas dans les critères de peau claire, mais qui méritent autant d'attention qu'on ne leur accorde pas à cause d'un conditionnement qui date d'il y a plus de 600 ans. Alors attention, dire qu'on a le light skin privilege, ça ne veut pas dire qu'on est systématiquement accepté ou validé partout où on va. Mais ça veut dire qu'on a moins de chances d'être rejeté ou d'être stigmatisé à cause de sa couleur de peau. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a un privilège, qu'on est protégé contre d'autres formes d'oppression. Pas du tout. Moi, mon expérience de vie fait que je ne me suis jamais sentie light skin, ou alors j'ai pris du temps en fait avant de me sentir light skin. Mais peu importe ce que toi tu ressens, Babylone, la société, les gens, eux, te voient comme une light skin. Et peu importe en fait à quel point tu as envie
de te débarrasser de ton privilège, tu ne pourras pas. En tout cas, pas tant qu'on sera régi sous ce système colonialiste de merde. Alors selon moi, pour bien brûler la plantation, ce qu'il faut, c'est remettre en question son privilège. Alors ça peut être très inconfortable au début, mais ça va aller. Et remettre en question son privilège, c'est pas juste chanter Dark Skin Girl, Your Skin Just Like Pearls, ou alors Big Up Miss Univers parce que c'est une fille foncée aux cheveux crépus et puis dire waouh, elle est trop belle et puis finir avec ça. Non. Remettre en question ses privilèges, c'est beaucoup plus de travail que ça. Alors, la première chose selon moi, déjà, c'est reconnaître son privilège. Parce que pour pouvoir guérir du cancer, en fait, il faut déjà être au courant qu'on a le cancer. Mais le privilège, c'est pareil. Il faut être capable d'identifier son privilège pour pouvoir s'en défaire. Remettre en question son privilège, c'est aussi admettre qu'il existe d'autres expériences, d'autres réalités que la nôtre. C'est aussi fermer sa bouche, arrêter de systématiquement détourner ou contredire les propos des filles à la peau foncée quand elles nous font part de leur expérience et qu'on les traite de jalouses. Allons arrêter avec ça, allons brûler ce fonctionnement-là, allons arrêter avec ça. Mais remettre en question son privilège, c'est surtout être disposé à vouloir créer une nouvelle norme. Quitte à sacrifier la place dont nous fait jouer notre privilège. Une norme où tous les êtres humains sont logés à la même enseigne. Je rêve d'un nouveau modèle de société basé sur l'humain et non l'atteinte. Pas crier mon chabine.